Je laisse la parole à Jean Gauchmann. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, parmi les différents rapports présentés, un en particulier a retenu notre attention. Il s'agit de la commande publique d'un navire dont le cahier des charges prévoit une motorisation évolutive. Ce sujet nous semble, sous plusieurs aspects, très important et peut à terme avoir une grande influence sur le devenir de notre région. Je veux parler de la transition énergétique. Tout d'abord, si on parle de transition énergétique, c'est qu'on a un État duquel nous partons vers un État vers lequel nous voulons arriver. En matière d'énergie, on distinguait il y a quelques décennies plusieurs sources, parmi lesquelles on trouvait l'électricité, les hydrocarbures, charbon compris, l'énergie solaire. On peut considérer que c'était la situation initiale. Une réflexion prospective, probablement justifiée par le choc pétrolier de 1973, sur les causes duquel je n'interviendrai pas, a fait prendre conscience que les hydrocarbures étaient en quantité limitée sur notre planète et que ces ressources arriveraient tôt ou tard à extinction. Or, les besoins énergétiques allaient croître avec le développement de la technologie et la croissance de la population. Il fallait trouver les moyens de remplacement pour y faire face, d'autant plus que d'autres critères sont apparus à la fin des années 60 avec les premiers mouvements écologistes qui allaient accélérer cette mutation. Dans un premier temps, c'est essentiellement l'emploi du nucléaire qui était critiqué. Entre 1970 et 1975, de nombreuses manifestations dans notre pays et notre région se sont organisées pour dénoncer les dangers de l'utilisation de cette filière en raison de la radioactivité notamment. Danger de perte de contrôle de la réaction, danger de pollution par les matériaux radioactifs dont la demi-période d'émission pouvait dépasser le million d'années. Pourtant, prenant en compte un louable souci d'indépendance énergétique que nous ne pouvions trouver à terme dans les hydrocarbures, les gouvernements de l'époque ont autorisé la mise en place et aujourd'hui, c'est un parc de 58 réacteurs nucléaires qui sont en fonctionnement dans notre pays. Leur production d'électricité représentait en 2015 environ 73% de la production électrique totale, ce qui en faisait, rapporté au nombre d'habitants, le premier producteur mondial. La situation énergétique telle qu'elle est prévue aujourd'hui prévoit dans la loi du 17 août 2015, dite loi d'action et de mobilisation, des objectifs qui engagent le pays tout entier, que ce soit au niveau des citoyens, des entreprises, des territoires, des pouvoirs publics. Permettez-moi simplement de citer un extrait de ce texte ambitieux qui se donne pour objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, de porter la part des énergies renouvelables à plus de 30% de la consommation énergique finale d'énergie en 2030 et de baisser à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2025. De tels objectifs ne sont à l'évidence pas tenables sans une diminution spectaculaire de l'énergie consommée. En 2016, le secteur de l'énergie renouvelable représentait 10,7% du total produit et il faudrait la multiplier par 3 pour y satisfaire. Réduire de 40% les émissions des gaz à effet de serre ne peut se faire qu'en diminuant du même taux les consommations des produits qui les émettent, sans même aborder le manque de recettes pour l'État. Il ne restait guère que la production d'origine nucléaire, mais la loi prévoit de la diminuer de 50%. C'est vraiment chercher la quadrature du cercle. Nous sommes loin d'être convaincus par la prolifération des champs d'éoliennes, en particulier celles placées en mer. Et nous ne sommes pas les seuls. Un récent sondage publié par le Figaro en février indique que sur plus de 50 000 personnes interrogées, 70% y étaient opposés. Au-delà des problèmes d'environnement, qui sont importants, se pose surtout celui de l'efficacité et de la rentabilité. L'électricité produite par ces machines est chère et le fait de devoir y associer une centrale thermique en tampon pour les coupler sur le réseau RTE n'est-il pas contre-productif en matière de carbone? Même si notre groupe Rassemblement national ne croit pas à l'action des émissions de CO2 d'origine humaine prééminente sur le réchauffement du climat, nous ne sommes pas pour autant insensibles aux arguments de nos collègues écologistes. Heureusement, une autre approche semble se dessiner. Un événement scientifique récent a suscité notre attention. Au mois de décembre 2018, un chercheur français, Gérard Mourou, travaillant avec des lasers de très haute énergie, s'est vu co-décerner avec une de ses collègues canadiennes, Donna Strickland, le prix Nobel de physique. Cet événement est passé quasi inaperçu. Pourtant, il peut contribuer d'une façon décisive à changer la donne en matière énergétique. Ces deux scientifiques ont réussi en laboratoire à effectuer une transmutation sur des éléments
issus de la réaction nucléaire et classés comme déchets hautement radioactifs en réduisant leur demi-période de radioactivité de plusieurs millions d'années à environ une demi-heure. Or, le principal frein au développement du nucléaire est justement le problème, considéré comme insoluble jusqu'à présent, posé par le stockage des éléments radioactifs de longue durée. Interrogé sur la poursuite de ses travaux, Gérard Mourou pense arriver à une industrialisation de son procédé d'ici une quinzaine d'années environ. C'est un délai qui peut paraître long, mais compte tenu de l'immensité du champ des perspectives offertes, c'est quasiment demain. Car il existe un carburant alternatif aux hydrocarbures universellement utilisés aujourd'hui dans la plupart des véhicules et moteurs à combustion interne. Ce carburant du futur, c'est l'hydrogène. Il se trouve en abondance à la surface de la planète et son pouvoir énergétique est à masse équivalente, environ 3 fois supérieur à celui des hydrocarbures classiques. Obtenu aujourd'hui principalement par extraction de molécules d'hydrocarbures, ce qui n'est guère satisfaisant au regard du bilan carbone, il peut également être produit en grande quantité par électrolyse de l'eau. Celle-ci est gourmande en électricité et ne peut se concevoir avec nos sources actuelles de production. Mais si l'hypothèse qui grève le nucléaire aujourd'hui venait à être levée, la situation serait totalement différente. Si on doublait la production d'électricité par rapport à celle d'aujourd'hui, cela couvrirait les besoins pour produire la quantité d'hydrogène nécessaire pour alimenter l'ensemble des véhicules utilisant l'énergie fossile sur un plan national aujourd'hui. Cela pourrait se faire par une augmentation de la capacité de production d'origine nucléaire. De plus, l'emploi d'hydrogène peut résoudre également les problèmes posés par les batteries, puisque l'électricité motrice peut être produite par une pile à combustible embarquée directement dans le véhicule, alimentant directement le moteur et autres servitudes. Une solution utilisant l'hydrogène comme carburant pour les moteurs thermiques actuels est également envisageable. Enfin, cerise sur le gâteau qui devrait satisfaire nos collègues soucieux de l'environnement, l'utilisation de l'hydrogène ne rejette que de l'eau. C'est donc un véritable pari sur le futur que nous devons faire. Mais ce pari semble raisonnable et d'autres sont déjà en train de s'engager résolument dans cette voie. Je ne citerai que la Corée du Sud qui a décidé d'investir pour 2019 environ 3 milliards de dollars sur l'hydrogène. D'autant plus que les recherches appliquées afin d'optimiser les problèmes d'emport, de stockage et de distribution vont certainement prendre du temps. Nous avons dans notre région le potentiel et l'infrastructure nécessaires pour entreprendre dès maintenant des travaux d'approche et je crois savoir que des contacts ont déjà été pris avec certaines entreprises pour commencer à explorer ce domaine prometteur. Bien sûr, toutes ces démarches vont avoir un coût. C'est la raison pour laquelle nous proposons de rediriger une partie des crédits votés par notre Conseil au titre de la transition écologique. Ce sont ceux qui sont aujourd'hui affectés à l'éolien, notamment offshore, et la réalisation d'installations de recharge des véhicules électriques avec batterie, vers des études et la réalisation de ce projet dans lequel notre région pourrait se trouver un élément moteur important et précurseur. Je vous remercie de votre attention.